Bonjour à tous. Alors, comme ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas retrouvés, j'ai beaucoup de lectures qui ont été faites et dont je dois vous parler, ainsi que quelques rencontres avec des auteurs, dont je vais aussi vous dire quelques petits mots. Alors, si j'essaye d'aller un petit peu dans l'ordre de mes lectures, j'ai lu ce roman qui s'intitule Héritier des fées. Donc c'est un roman qui est très sympathique à lire, c'est plutôt un roman jeunesse et en l'occurrence dans ce roman, alors vous avez vu certainement la queue de mon chat passer. Donc dans ce roman jeunesse, on est avec un garçon fée et qui vit des aventures passionnantes et c'est très bien écrit. On est complètement dans l'imaginaire, c'est vraiment top. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. Loulou, tu veux être sur les vidéos? Alors, bébé. Donc vous avez l'opportunité de voir ce petit loulou qui se balade là. Tu ne manges pas ça, hein? Attention. Deuxième roman dont je veux vous parler, Puisque l'eau monte, donc aux éditions Le Soir Venu. Donc ce roman est très intimiste. C'est sur une violence conjugale, donc un peu difficile. Et difficile, je pense aussi pour le personnage principal. Et en l'occurrence, un roman à découvrir parce que on ne peut pas rester indifférent à tout ce qui est évoqué à l'intérieur de ce roman. Le roman suivant, c'est Les 7 vies extraordinaires de Devi Kumari. Alors, c'est un très joli roman. J'ai passé un super bon moment avec ce roman. Donc, on est un peu dans le style Bollywood, Inde, etc. C'est passionnant, c'est drôle, c'est vraiment sympathique. Donc du coup, on est un peu dans une sorte des mille et une nuits, avec des histoires qui sont racontées, où le personnage principal en fait a vécu plusieurs vies en une. Et donc c'est vraiment très très sympa à lire. Et puis alors la couverture elle est juste magnifique, hein. Donc moi j'adore les couleurs, ça fait vraiment Bollywood. Donc très beau roman à découvrir également. Sinon, ensuite on a un thriller. Alors ce thriller était passionnant, il est autour de 600 et quelques pages, un petit peu plus de 600 pages. J'ai passé un excellent moment avec, il se laisse découvrir vraiment de façon très 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 addictive. Il est lent. Hein, au niveau de l'histoire, il ne faut pas s'attendre à des rebondissements à tout bout de champ, etc. Mais justement, je le trouve passionnant dû à ça. Voilà. La rumeur aux éditions Livre de Poche. Donc celui-ci, une histoire d'amitié et qui plonge un peu dans le tragique, on va dire ça comme ça. C'est angoissant et à la fois un petit peu terrifiant parce qu'on se dit, oh mon Dieu, en arriver à ce point-là. Donc, très jolie découverte. Moi, j'ai beaucoup aimé également. Alors, vous allez me dire, j'ai aimé tous les romans que j'ai lus. Enfin, très souvent, j'aime beaucoup mes lectures. C'est assez rare que je n'aime pas mes lectures. Peut-être parce que je les ai bien choisis au départ, en fonction de mes goûts. Et que j'ai des goûts assez vastes. Je pense que c'est ça aussi. Thriller suivant, donc Ne m'oubliez pas aux éditions Talent. Alors moi j'adore Stacy Willingham. J'ai déjà lu Ne t'endors pas. Je crois que c'est ça le dernier roman que j'ai lu de Stacy. Et franchement, toujours aussi addictif. J'adore toujours cette plume, cette écriture. Ça me convient complètement. Donc évidemment je vais découvrir les autres romans de Stacy Willingham. J'aimerais bien que tu t'arrêtes de pleurer parce que sinon on t'entend, tu sais. Et voilà. On commence après avec des petites histoires de Noël. Alors celle-ci aux éditions Fleuve, donc Miracle à Christmas Street.
c'était génial. Franchement, un roman de Noël où on est dans une petite rue avec justement 24 petites maisons. Et au cours du roman, en fait, chaque voisin organise le jour de l'Avent en fonction du numéro de sa maison. Et c'était super, vraiment un très bon moment. Beaucoup de rigolade à l'intérieur, une couverture magnifique également. Donc niveau comédie de Noël, génial, vraiment à découvrir. Si vous ne le connaissez pas, il faut y aller. Parce que ça fait roman de l'Avent. Alors moi je ne l'ai pas lu un chapitre par jour, etc. Ce sont des chapitres assez longs. Donc si vous voulez le lire en tant que roman de l'Avent, c'est possible. Faut juste se dire que on consacre assez longtemps à chaque chapitre. Mais sinon, un roman de l'Avent qui peut être lu en tant que roman de l'Avent, puisqu'on a 25 chapitres. Donc on va même jusqu'au jour J25. Alors celui-là, vous n'y réchapperez pas, puisqu'en fait celui-ci, je l'ai lu quand j'avais 10-11 ans. J'avais beaucoup aimé. Alors c'était à l'époque, c'était pour l'école que je l'avais lu. J'avais un souvenir assez vague de l'histoire. Réellement, je savais juste que j'avais adoré cette histoire, mais je me rappelais pas dans les détails de l'histoire. Là, je l'ai relu comme si c'était une découverte, et c'était réellement une redécouverte en fait. Et j'ai tout autant adoré que quand j'étais gamine. Donc magnifique histoire qui je trouve, alors elle a été écrite en 1966 et je trouve qu'elle n'a pas pris une ride et que c'est un roman qui devrait, mais je comprends pas comment ça se fait qu'il n'a toujours pas été adapté au cinéma. Mais c'est un roman qui devrait être adapté au cinéma, franchement. Alors peut-être que c'est niveau argent que ça peut être un peu compliqué à mettre en place, vu les décors en tout cas que moi je me suis imaginé dans ma tête avec ce que j'ai lu. Mais néanmoins, il est magnifique. Ce roman est vraiment génial. Une écriture qui est simple, donc du coup on ne peut pas se dire oh là là c'est un classique donc ça va être compliqué, pas du tout. C'est un classique certes de SF, mais absolument pas compliqué à lire puisque j'étais gamine quand même quand je l'ai lu, donc j'ai bien compris. Alors évidemment j'avais pas la vision adulte que j'ai actuellement, donc là on a des enjeux sociétaux etc qui sont décortiqués, de la géopo aussi, donc du coup franchement nickel. L'auteur avait une vision extraordinaire de sa société, de la société de l'époque qui finalement peut être transcrite dans la société actuelle, à quelque chose près, avec les jeux de pouvoir, etc. Un petit roman hyper feel good que j'ai beaucoup aimé. Je ne connaissais pas l'auteur, je crois que c'est son premier roman, alors j'hésiterai pas évidemment à la suivre. Alors en même temps, aux éditions Erol, moi j'adore ce qu'ils font, donc je crois l'avoir déjà dit, mais je le répète, j'adore vraiment les éditions Erol et je trouve que chaque fois on a des magnifiques parutions. Et là ce sont les rosiers fleuristes en hiver d'Audrey Jaillet, La Violette, et un petit roman à découvrir qui se lit, mais alors je l'ai lu en une journée. Parce que c'était tellement addictif que je pouvais pas rester comme ça sans continuer à le lire, et il était superbe. Donc si vous ne connaissez pas l'auteur encore, n'hésitez pas à la découvrir. Je suis sûre que vous allez adhérer à cette histoire. C'est une très belle histoire. Et le dernier dont je dois vous parler, en tout cas pour le moment, c'est 24 étoiles pour Noël. Donc 24 étoiles pour Noël, c'est un roman de l'Avent que j'ai lu alors au démarrage comme un réel roman de l'Avent. Et donc en fait, on a des chapitres qui se découpent et vous les découvrez au fur et à mesure de vos découpages. Et donc au départ, j'ai attendu, c'est-à-dire que tous les jours, je lisais un petit chapitre jusqu'au, je crois, chapitre 17 ou quelque chose comme ça. Alors, les chapitres sont hyper courts. C'est bien illustré. C'est Matou qui réalise les illustrations. C'est vraiment très joli comme illustration. Vous pouvez le voir. C'est magnifique. Il est tout doré. Et puis... comme les chapitres sont extrêmement courts,
j'ai mis quoi 5-10 minutes à lire chaque chapitre. Ben, il y a eu un moment où en fait je voulais savoir la fin. Et donc du coup j'ai enchaîné les chapitres, tant pis. Donc je n'ai pas réussi à le lire en tant que roman de l'Avent avec un chapitre par jour. Il y en a qu'un que j'ai réussi à lire en tant que roman de l'Avent et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc dès que le 24 décembre sera passé, puisque il me reste encore demain et après-demain pour découvrir les 2 derniers chapitres de ce roman. Mais donc du coup je vous en reparlerai. Donc voilà, le dernier roman dont je voulais vous parler, je crois. Il me semble qu'il m'en reste encore un, mais bon, j'en reparlerai au prochain vlog, c'est pas grave. Donc, il est au niveau livre physique, il est super beau, il est lourd. Les pages sont bien épaisses. Donc, j'ai pas dit au niveau des éditions, c'est les éditions First que je ne connaissais pas et que je découvre avec ce livre. Et franchement, il est vraiment parfait ce livre. Donc vous voyez qu'il est tout doré et la dorure ne part pas au fur et à mesure des lectures. Parce que ce qui arrive très souvent, c'est que quand c'est tout doré, très souvent ça part. Et ben là, pas du tout et on n'en a pas du tout sur les doigts. Donc du tout. Donc ça se lit très rapidement. Donc si ça peut être une idée cadeau, puisqu'on n'est pas encore le 24 au soir. Donc du coup, vous pouvez encore vous faire soit plaisir à vous-même, soit plaisir à quelqu'un avec ce petit roman super beau et super bien illustré. Voilà pour le moment. Alors je vous parle tout de suite des différentes soirées, rencontres auteurs que j'ai pu faire. Alors il me semblait bien que j'avais oublié un roman et pas des moindres. Donc ce roman qui s'appelle Bahari Bora aux éditions Récamier. Alors en plus j'ai rencontré l'auteur, donc vous allez découvrir des petits extraits de cette rencontre. Alors il a reçu le prix littéraire de la vocation 2025. Et c'est vraiment, c'est normal. Une très belle écriture, très poétique pour parler d'un sujet qui est très dur, puisque ce sont les femmes qui sont, et les jeunes filles surtout, qui sont kidnappées et qui sont finalement violées et plus encore au Congo. Et donc ce sont des sujets qui sont assez récurrents en Afrique et dont on parle assez peu souvent puisque ce sont des mouvements de gens très, comment dire, très violents qui font ce genre de choses et qui sont assez peu dénoncées. Et donc, quelque part, ce roman dénonce tout ça, mais de façon très allégorique par moment et sans rentrer dans le malsain. Donc, c'est très poétique. Et puis Bahari Bora, cette jeune femme, cette jeune fille, ensuite cette jeune femme a juste eu, comment dire, une vie un petit peu difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est une battante, et donc on retrouve cette vigueur et cette envie de se battre et cette volonté de se battre pour elle et pour son enfant à venir. Voilà, donc un roman qui peut paraître au départ un peu triste, mais en fait c'est un roman qui se veut plutôt comme un éclairage sur ce qui se passe au Congo plutôt que sur quelque chose qui bouleverse ou qui émeut à outrance. Voilà. Donc un très joli roman à découvrir. Il est sorti aux éditions Récamier fin août, donc c'était la rentrée littéraire de fin août. Donc je vous invite à le découvrir. Et en plus l'auteur est hyper sympathique, c'est un jeune homme de 26 ans. C'est son premier roman qui est édité, c'est pas son premier roman qu'il a écrit, mais le premier roman qui est édité. Je suis sûre qu'on le retrouvera par la suite, vu l'écriture qui le caractérise. Voilà, c'est tout pour le moment niveau livre et niveau conseil éventuel de lecture. Donc Steve est là pour vous parler de son premier roman, Bahari Bora, donc qui se passe en République démocratique du Congo. Avant de vous parler un peu plus du roman,
je peux vous parler rapidement de pourquoi pourquoi je suis extrêmement touchée de publier un auteur comme Steve. Déjà, je trouve qu'en littérature, on parle très peu de la République démocratique du Congo, même on en parle très peu en général dans les médias, alors que là-bas, il y a des crimes de guerre qui se passent chaque jour là-bas et personne n'en parle. Donc déjà, moi, je me sentais un peu honteuse en fait pour vous dire quand j'ai lu le roman, et parce qu'en fait, je n'étais pas trop au courant non plus de ce qui s'est passé, et là, je me suis dit en fait, il y a un vrai problème, parce que je pense pas être la seule. Donc c'est comme ça en fait que j'ai découvert Steve, c'est en tombant en fait sur son compte Instagram, parce que Steve fait aussi des chroniques de livres comme vous, et il en avait fait une du Printemps reviendra de Nour Maloué. Donc évidemment je lis tout ce qui passe sur mes auteurs, et donc là j'ai vu qu'il y avait beaucoup de posts sur son compte qui parlaient du Congo, qui était assez engagé, il écrivait très bien déjà sur ses posts. Donc évidemment, je l'ai contacté et je lui ai demandé s'il avait écrit un roman, et voilà. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc voilà, je suis très contente de vous le présenter aujourd'hui. Je vais le laisser présenter son héroïne, Barry Bora. Je vais le laisser aussi vous raconter pourquoi il a écrit ce roman, comment lui est venue l'envie, l'idée de parler de ce sujet. Et voilà, donc Steve, raconte-nous comment est né Barry Bora. Pardon Emma, juste une petite chose. Qui de vous a lu le livre pour qu'on sache un peu Oui, j'ai demandé rapidement, mais lui, on peut le relire. Ouais. Du coup, qui l'a lu? Non, bon, bah très bien, parfait. Du coup, on peut... de toute façon, on ne va rien spoiler, vous inquiétez pas. C'était pas prévu dans tous les cas. On ne va rien dévoiler. On en parle sans spoiler. Ouais, sans spoiler. Mais t'as l'habitude. Ouais, ça va. Bonsoir. Donc je m'appelle Steve Agandé. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Et comme tout le monde le sait, ou presque, c'est un vaste pays en Afrique centrale où les femmes et les enfants sont sacrifiés depuis plus de 30 ans à cause des minerais, pour des guerres, une promesse entre un rebelle, un président, et là on ne va pas entrer dans les détails, et jusqu'aujourd'hui, la population paie le tribut, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cherché. Et dans le cadre de ces romans, on parle de Barry Bora, qui représente à la fois deux vulnérabilités dans ces contextes. C'est d'abord une enfant, et en plus une jeune fille. Donc la proie idéale pour ces rebelles, c'est qu'ils veulent, c'est la terre, les minerais, et ils doivent prendre les filles, parce que chez nous on dit la fondation de toute société passe par les femmes. Et donc s'ils prennent les femmes, les hommes doivent aller ailleurs, chercher leur vie ailleurs. Et donc laisser la terre, laisser les minerais du sang, comme on dit. Donc c'est une jeune fille enlevée par un groupe rebelle que je me garde de citer maintenant, pour ne pas faire la promo, ces gens-là, à l'âge de 13 ans, donc en 2013. Et 5 ans plus tard, lorsqu'elle parvient à s'échapper, elle se découvre enceinte. Mais au lieu de détester ou d'haïr cet enfant qu'elle sent bouger dans son ventre, elle se surprend à l'aimer. Petite parenthèse, j'ai choisi de situer le roman en 2018 parce qu'il y a eu des élections dites démocratiques en 2018. Il y avait un président, Kabila, qui a passé 18 ans au pouvoir, et donc un jour, forcément il s'est fatigué et il organise des élections. Bien vu. Je vais le faire discrètement, mais c'est raté. Je me saute, il n'y a pas qui a pu le lire. Mais non, toi aussi. Non, je l'ai pas vu. Voilà. Donc il organise ces élections-là, démocratiques, espérons. Un nouveau président est élu, et on s'est dit, naïvement peut-être, que c'est fini, on va enfin pouvoir respirer. Et ça me touche particulièrement parce que moi je suis de Bukavu, c'est dans le sud Kivu, la région où ça chauffe.
Et à l'heure où je vous parle, les deux grandes villes de l'Est sont tombées, contrôlées par des groupes rebelles M23. Et avant-hier, c'était la semaine avant mon départ, le président a signé un accord de paix avec Kagame, c'est aux États-Unis, dans le bureau de Donald Trump. Ils ont signé peut-être à 12 heures, et à 1 heure du matin, une autre ville est tombée à l'Est. Et on se demande qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas. Oui, la population est livrée à elle-même. Donc on revient dans le roman. La genèse, je pense que ça a commencé en 2014. Je devais avoir 14 ou 15 ans, j'allais en cours à l'école. Et c'était une actualité qui venait du Nigeria. Le groupe terroriste, oui, par rebelle terroriste, Boko Haram, avait enlevé plus de 276 lycéennes à Chibok, dans l'état de Borno. Et je me demandais, toujours porté par ma sensibilité dans la vie de tous les jours, comment l'humanité peut se résumer à cela, à cette barbarie, à cette violence. Et en découvrant que les mêmes atrocités ou le même mode opératoire étaient commis dans mon propre pays, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive quelque chose. Et si j'ai choisi Bahari Bora, une jeune fille qui tombe enceinte dans ces circonstances, et qu'elle refuse catégoriquement d'interrompre sa grossesse, parce que c'est une question qui me porte aussi. D'ailleurs, dans la vraie vie, la plupart de ces jeunes filles refusent d'interrompre leur grossesse. Et là, je pense à ma propre mère, qui m'a eu à l'âge de 17 ans, et qui m'a élevé seule. Donc je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi elle a accepté d'aller à terme en sacrifiant son existence. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Elle n'a pas pu continuer l'école, parce qu'il m'a élevé, parce que moi j'étais là, il fallait nourrir l'enfant, travailler ici et là pour m'élever. Et aujourd'hui je suis là, j'écris un livre en français, et quelque part ça me fait de la peine parce qu'elle est incapable de le lire, elle ne parle pas français. Et peut-être le titre, même qui est en swahili, peut-être d'une manière inconsciente, c'est à elle que je pense. Même dans le roman, il y a parfois des phrases en swahili, des mots. C'est peut-être supporté par mon inconscience. Quand j'écris ça, parce que je vais m'adresser à une personne qui m'est chère. Je pense à sa douceur, à sa résilience, parce qu'il n'a jamais abandonné. Tout comme Bahari Bora. Donc je l'ai écrit pour rendre hommage à toutes ces femmes, pas que congolaises, mais toutes celles qui luttent pour leurs enfants, pour que ce monde connaisse des beaux jours. Mon écriture est portée par l'empathie, parce que je pense que c'est notre richesse commune en tant qu'humain. Donc j'écris pour que l'empathie ne meure jamais. J'écris pour, comme l'a dit Emma, toute personne puisse se mettre non pas dans la peau de l'autre, mais dans la chair de l'autre. Là seulement j'accomplis mon devoir. Et là je me retrouve en France, j'en parle, il y a des lecteurs qui, voilà, ils sont sensibles à cette histoire. Et donc je me dis oui, j'ai fait quelque chose. Mais je ne me considère pas comme la voix des sans-voix, comme on dit. Non, je suis simplement, ou peut-être l'écrivain, je pense, c'est le micro de la société. Il prend cet objet, il tend à la société. Il rapporte simplement les faits. Et là, la fiction entre en jeu. Et son pouvoir, je pense, dans mon cas, c'est d'humaniser les chiffres. Parce que quand on parle du Congo, voilà, les chiffres sont tellement exorbitants. On dit plus de 11 millions de morts. Plus de 500 000 femmes qui ont perdu leur dignité dans le cri et dans le sang. Mais on oublie souvent que derrière chaque chiffre, il y a une vie qui est effacée. Donc je rapporte même beaucoup d'articles dans le roman, parce que c'est ça. J'imagine c'est toutes ces vies-là qui sont effacées, je leur donne une voix. Donc je dis souvent, Bahari Bora, c'est la voix de celles et ceux qu'on n'entend jamais. C'est la voix de ma mère, c'est la voix de ma tante, c'est la voix de tout le monde, voilà, de toutes les victimes.
Donc toutes les personnes qui doutent, c'est bien un homme qui a écrit ce roman. Mais lorsqu'on était à Boulogne, tu vois, au salon du livre, j'ai signé, il restait quelques exemplaires sur la table. Il y a une dame qui vient, elle prend le livre, elle me regarde. J'étais à côté de Jean-Marie qui est vénère. Et là, elle est dépitée. Genre, et elle fait sa grimace. Je pensais que c'était une femme qui avait écrit ce livre. Et elle ne posait pas. Elle se regarde, moi, ok. Oui, et il y a une femme qui a pris le livre et qui a dit, qui a lu la 4e, mais qui n'avait pas regardé en fait qui était assis. Et après, donc, elle a levé la tête pour regarder. Enfin, elle pensait que ça allait être une autrice pour le coup. Et quand elle a vu Steve, elle a dit ah, je pensais que c'était une femme qui avait écrit ça. Hop, elle a reposé le livre et puis elle est partie. Bon, heureusement, tout le monde ne fait pas ça. Mais c'est vrai que c'est marrant. En lisant la 4e, quand on voit que ça parle d'une femme et le sujet abordé, bah, finalement, il y a beaucoup de gens qui pensent immédiatement que ça peut être qu'une femme qui écrit sur ce sujet. C'est peut-être parce que dans ma vie, j'ai été entourée par des femmes incroyables. Exactement. Voilà. Et je pense qu'on écrit toujours avec notre vécu, on écrit avec nos peurs, nos craintes, avec nos espérances aussi. Et il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, en disant, mais tous les hommes qui apparaissent dans ces romans sont peu recommandables. Je trouve pas. Il y en a des peu recommandables. Ah oui, bah, il y en a des très peu recommandables même. Mais il y en a aussi des bienveillants, je pense notamment au groupe d'enfants des rues. Et les enfants du devoir. Exactement, et puis le docteur. Il m'a dit que le docteur manquait de douceur. Tu vois. Bon, après ça c'est subjectif, mais bon. Et après aussi, je voulais te demander, parce que tu as dit que Barry-Bora était enceinte, mais ce que je pense que tu n'as pas dit, c'est qu'en fait, non seulement on lui annonce qu'elle est enceinte, mais en plus, on lui dit que sa grossesse est à risque et que si elle la mène à terme, en fait, elle risque sa vie, quoi. Donc en fait, le choix pour Barry-Bora, il est encore plus complexe, parce que là, c'est pas seulement garder l'enfant ou pas garder, c'est aussi se sacrifier doublement parce qu'elle peut le payer de sa propre vie. Donc pourquoi tu as voulu ajouter cette complexité à sa situation? Je pense c'est que la plupart des femmes font tous les jours, elles se sacrifient pour leurs enfants, pour qu'ils aient simplement la chance qu'elles-mêmes n'ont pas eue. Et là on est au Congo. Comme le disait Marguerite Duras, à 18 ans, c'était trop tard. Et donc, elle a été enlevée. Même si elle parvient à s'échapper, elle n'est pas célébrée par sa communauté. Et ça se passe comme ça au Congo. Vous êtes enlevée, mais voilà, tu n'es pas accueillie en héroïne. Non, tu es répudiée par ta communauté. Parce qu'on imagine qu'à force de côtoyer le diable, on finit par adopter ses manières. Donc une jeune fille qui a été retenue pendant plus de 5 ans par ces rebelles, qui a fait la guerre, parce que c'est ça. Ils sont là, voilà, ils ne se reposent pas. Lorsqu'il faut aller combattre, ces jeunes filles transportent des munitions. Et même dans le roman, si Barry-Bora parvient à s'échapper, c'est parce qu'elle transportait quelques munitions, donc elle a gardé quelque chose pour elle. Donc on se dit, pour le bien de la communauté, il faut aller voir ailleurs peut-être. Donc elle pense à tout ça.